clients et chères clientes, ce marché de Noël, c'est ce vendredi 6 décembre de 16 h à 20 h. Nous serons là et plein de surprises vous attendent. À vendredi! Là, je viens de préparer la story pour promouvoir notre marché de Noël de vendredi et donc je viens de la publier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux prennent une place quand même importante. Quand on a un commerce, ça nous aide pas mal. Cela fait une dizaine d'années que Laetitia Rotzetter fait la promotion sur les réseaux sociaux de son salon de coiffure et des produits qu'elle vend. La jeune femme de 33 ans gère aussi plusieurs comptes privés. Alors là, on est sur ma page Instagram et puis on peut voir, là j'ai annoncé ma grossesse, donc j'ai mis mon échographie et mon test de grossesse. Là, on me voit à la maternité quand je venais d'accoucher de Clara, ma grande. Il y a un petit sticker sur son visage. Là, j'ai aussi un selfie avec elle d'un moment que je passe avec elle. Il y a toujours un sticker ou alors on voit pas du tout son visage, on voit une oreille. C'est toutes des images en fait que même si on prend, on peut pas savoir que c'est ma fille. C'est pas un peu dommage de mettre des stickers parce qu'on voit plus le visage? Mais c'est fait exprès qu'on voyait pas le visage sur les réseaux sociaux, c'est le but. Je veux pas qu'on voie son visage. Donc, puis les stickers sont jolis, c'est des petits cœurs ou des petits smileys. C'est un choix qu'on a avec le papa de ne pas exposer nos enfants sur les réseaux. D'une part parce qu'on n'a pas leur consentement et ils ne choisissent pas, et d'une autre part parce qu'on a cette peur de qu'est-ce que nos données pourraient devenir, où vont les photos qui sont publiées. Nous, on est consentants, mais nos enfants, en fait, n'ont pas demandé à être sur les réseaux. Puis du coup, je voudrais pas que plus tard, mes filles me disent « Ah, mon employeur a retrouvé cette photo qui date de 2024 où je suis en petite culotte sur le bac à sable, puis je suis pas contente. » J'ai des copines qui, des fois, elles prennent des photos et puis je leur dis, n'oublie pas de cacher mes filles. Donc, certaines sont très OK avec ça. Et puis d'autres me disent, ah, mais Letty, franchement, c'est l'ère des réseaux sociaux. Elles vont vivre avec ça. Souvent, je passe pour celle qui est vieux jeu. C'est vrai, j'avoue, et j'assume totalement mon côté vieux jeu. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans a déjà 1000 photos de lui sur Internet. Et 3/4 des enfants de moins de 2 ans ont une existence numérique. Comment tu dis Léo? Nous avons tenté une expérience dans la rue avec une comédienne et de fausses photos d'enfants. Là, moi, je l'ai prise en photo. C'est joli, non? Oui, c'est joli. Objectif, transposer dans la réalité ce que beaucoup font tous les jours sur les réseaux sociaux. Salut! On n'est pas d'ici. Non, mais ça n'a aucune importance. En fait, je voulais juste partager avec vous une photo de ma fille que je trouve tellement chou. Elle est adorable. Hein, elle est chou, hein. Ouais. Et en fait, elle prend les cours de danse. Là, juste en haut, il y a le conservatoire populaire. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Et là, c'est mon fils qui, pour la première fois, il s'est assis sur le pot pour faire caca. J'étais trop contente. C'est un petit garçon, c'est vrai qu'il a les cheveux longs. Mon fils aussi, il a les cheveux longs. Ah ouais, moi je trouve tellement joli les cheveux longs Magnifique. sur les garçons. Alors ça, c'est mon autre fille justement. Ça, c'était l'été autre passé, soir. elle a grandi. Elle a grandi. C'était trop drôle parce qu'en fait, je lui avais acheté un maillot de bain puis elle voulait pas le mettre, elle voulait rester en culotte. Elle disait non, je suis bien dans ma culotte. Chez Pro Juventute, on s'inquiète de la prolifération d'images d'enfants sur le net, souvent prises dans l'espace protégé qu'est la famille. Le respect de la vie privée pour nous, de l'enfant, et surtout de sa vie intime, c'est quelque chose, à notre avis, de primordial qu'il faut vraiment préserver. Donc pour nous, c'est un aspect vraiment qui est important, justement, pour maintenir cet équilibre psychique, aussi pour maintenir une relation de confiance entre les parents et l'enfant, pour que l'enfant puisse grandir vraiment de manière saine, tout en ayant une confiance en soi, une estime de soi qui soit vraiment positive. Publier des photos d'enfants en ligne, c'est les exposer à un danger plus terrifiant encore. On estime que 2,5 millions de pédocriminels sont connectés à chaque instant sur les réseaux sociaux. Pire encore, la moitié des photos d'enfants publiées sur Internet sont téléchargées et repartagées sur des sites pédophiles. 1 photo sur 2. La solution la plus simple, évidemment, c'est de ne rien poster. Ainsi, on n'a pas de risque. On prend aucun risque. Maintenant, on comprend pourquoi les parents le font. Et du coup, on propose vraiment de réfléchir et de mettre des garde-fous, de prendre des précautions. Et en l'occurrence, ça peut être déjà de ne jamais mettre de photos, par exemple, d'un enfant nu. Il faut toujours au moins qu'il soit habillé. Ça, c'est une première précaution à prendre, effectivement. Il s'appelle Gaëtan. Hein? Trop chou. Tenez, je vous offre la photo, ça me fait plaisir. D'accord.
Je vais vous l'offrir. Notre vie numérique commence très tôt. Je vous l'offre. Elle est aussi très vite accessible à des milliers d'inconnus. La photo, c'est tout. Sa maîtrise nous échappe. Vous savez quoi, je vais vous l'offrir. Ah mais non. Si. Mais non. Si, je vous assure. Ah, c'est gentil. Il faut vraiment être conscient qu'une fois que c'est publié, on n'est plus du tout maître de la photo et puis qu'on l'a un peu perdu justement dans le réseau. Donc il faut bien réfléchir en amont. Damien utilise Internet comme vous et moi, c'est-à-dire souvent et pour toutes sortes de services. Et comme pour vous et moi, son identité numérique est passablement éparpillée. J'ai réalisé qu'en fait, on crée énormément de comptes sur plein de plateformes, sur des applications, sur des hotspots Wi-Fi, etc. Et puis, j'ai remarqué que ça se cumulait. Et puis, un jour, j'ai voulu supprimer un peu mes comptes et puis, en quelque sorte, me réapproprier mon identité virtuelle. Et puis, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait, j'avais 500, 600, 700 comptes. Supprimer un compte, facile à dire, mais comment procéder ? Damien nous montre comment s'y prendre avec un compte Google créé pour l'occasion. Donc il faut que je trouve dans les paramètres où ça peut être, sans doute dans sécurité. Recherche dans le compte Google, peut-être que là je peux trouver quelque chose. Non, je trouve pas. Ça n'a pas l'air tout simple. Hein. Non, c'est pas simple parce que c'est très mal trié chez Google. Supprimer votre compte Google. Il est là. Et voilà, le compte est supprimé. Oh, ça vous a pris 5 minutes, hein? Ça m'a pris 5 minutes, mais Google, c'est compliqué parce que c'est un peu caché, je trouve. Il y a aussi beaucoup d'options, donc ça se perd un peu dans la masse. Alors qu'il y a d'autres sites qui ont moins d'options, où c'est plus facilement, c'est à côté de l'adresse mail, et en 2 minutes, même pas, c'est trouvé et c'est fait. Vous en avez supprimé combien de ces comptes? Là, il m'en reste 150, je pense. Pour 90% des comptes, c'est la même méthode. C'est dans les propriétés du compte. Et là, on peut supprimer, mais principalement manuellement. Et puis sinon, il faut encore des fois écrire des emails pour supprimer le compte ou demander. Des fois encore attendre un délai de 30 jours. Donc ça dépend. Ça paraît vraiment titanesque. Après, c'est comme du vocabulaire d'allemand. Si on en fait un petit peu chaque jour, on apprend plus vite. Supprimer des centaines de comptes, ce n'est pas rien. Mais le vrai problème, ce sont les données collectées à chaque clic ou à chaque ouverture d'une application. Ces données enrichissent notre identité numérique et sont exploitées par toutes sortes d'organismes ou de sociétés. Paul-Olivier Dehaye est mathématicien. Depuis des années, il alerte le monde sur la face cachée de nos univers numériques. En général, quand vous accédez à un site, juste un chargement de page, il y a des dizaines d'acteurs qui sont informés du fait que votre identifiant a accédé à cette page. Et donc, il y a des dizaines d'acteurs qui vont rajouter une ligne dans leur base de données disant « un tel ou tel identifiant a accédé à une page sur le sport, la santé, la politique, etc. etc. » Si vous voulez savoir où transitent vos données quand vous utilisez une application, il y a une méthode relativement simple qui est d'accéder au site de l'annonceur et d'aller voir sur une page qui s'appelle appads.txt. Et quand vous y accédez, vous allez voir un listing qui est destiné principalement aux machines qui vont lister tous les intermédiaires que 20 minutes autorise à agir en son nom pour offrir des espaces publicitaires. Donc ici, par exemple, on voit Pubmatic qui va permettre à 20 minutes de mettre en vente des espaces publicitaires. Les données, c'est une mine d'or pour les annonceurs, parce qu'elles leur permettent de vous envoyer des publicités sur mesure, littéralement à la tête du client. Concrètement, lorsque vous scrollez sur une application, vous allez recevoir des pubs qui correspondent à votre genre, votre tranche d'âge, vos goûts ou encore à vos habitudes de consommation. Le travail de Damien Fournier est justement de proposer aux annonceurs le meilleur placement possible de leur publicité en s'appuyant sur des audiences, c'est-à-dire des profils types élaborés à partir de nos identités numériques. On ne nous fournit pas de données. Nous, on a accès à des audiences et on a accès finalement à des filtres. Enfin, c'est comme quand on cherche sur Galaxus puis on veut trier ses produits. C'est un peu pareil, les plateformes d'enchères un peu plus sophistiquées, mais dans les faits, on va ajouter des critères. Et ces critères vont nous construire
un territoire d'audience dans lequel on va être d'accord de diffuser un message publicitaire. Et quand je dis on va être d'accord, c'est parce que ces audiences-là, on les achète aux enchères. Donc il faut qu'on soit d'accord de payer le bon prix. Donc finalement, ce qui est derrière ce produit audience, on ne le sait pas. Nous, on sait par contre qu'est-ce qu'il faut qu'on filtre pour avoir les bons critères qui correspondent aux ambitions de nos clients. Vous êtes un peu perdu? C'est normal. Le monde des data est complexe et tout va très vite. On retrouve notre comédienne dans la rue. Elle scrolle sur l'appli 20 minutes et à un moment donné, elle reçoit une pub personnalisée. Que s'est-il passé durant ce millième de seconde? Pourquoi a-t-elle reçu cette publicité-là plutôt qu'une autre? Nous avons reconstitué le processus des algorithmes. 3 sociétés, une de voyage, une d'électronique et une de vêtements de sport veulent placer leur publicité de manière ciblée. Elles vont entrer dans une véritable vente aux enchères. Madame, messieurs, je vous présente notre nouvelle cible. C'est une femme, elle a entre 30 et 40 ans, et elle se promène maintenant dans les rues basses de Genève, c'est ce qu'elle aime faire. Je prends 55 centimes. 55. 57, vous dites mieux peut-être? 60. Génial. Alors, est-ce que vous voulez plus d'informations sur elle? Oui. Volontiers. Elle adore la mode, surtout les chaussures. Ça m'intéresse. 65. 65, vous dites mieux peut-être? 70. 70. Elle aime partir en Asie. 71. 71, peut-être encore plus. Alors 80. 80, elle aime l'Asie, oui. 85. 85. 85, génial. Elle aime bien dépenser avec sa carte de crédit entre 1500 et 2500 francs par mois. 91. 91, génial. 91 une fois, 91 deux fois. Oui. 100. 100, waouh. 102. 102, c'est génial. Je me couche. 102 une fois. Oui. 110. 110. 110 une fois. 110 deux fois. 110. Adjugé. Les enchères terminées, la publicité gagnante est diffusée, tout s'est passé à la vitesse de la lumière. Chaque seconde, des centaines de milliards d'enchères comme celle-ci ont lieu sur des serveurs en Chine, en Europe ou aux États-Unis, captant et utilisant nos données. Les entreprises collectent aussi les informations de géolocalisation de nos téléphones portables. Elles nous tracent à notre insu où que nous soyons et quoi que nous fassions. Je vais essayer de vous montrer ici. On a fait une petite expérience avec un stagiaire qui avait un téléphone de test. Et il s'est baladé pendant quelques jours dans Lausanne pour voir comment Google collectait des informations sur nous. Donc ici, on voit qu'il y avait des traces, quand il marchait, collectées via le Wi-Fi, avec une certaine précision. En mars 2022, il se baladait, et chacune de ces traces contribuait à constituer un profil. À d'autres moments, quand il était plus statique, ce que Google cherchait à faire, c'était de déterminer où il était. Donc, par exemple, ici, quand il était dans un restaurant, Google a déterminé qu'il était avec 41% de chance dans ce restaurant-là. Google cherche surtout à savoir, quand vous êtes dans un centre commercial, dans quel magasin vous êtes rentré. Et donc ça, ils le savent. C'est pas juste le centre commercial, c'est vraiment dans quel magasin, il y a plusieurs étages et tout. Et donc, quand vous êtes en train de regarder le site du 20 minutes, plus tard, dans la journée ou une semaine plus tard, ils vont vous recibler avec des publicités pour ce magasin-là. Pour nous cibler en temps réel et au mètre près, des entreprises spécialisées tracent des polygones virtuels autour des zones d'intérêt de leurs clients. Lorsque vous franchissez cette frontière invisible, sans que vous le sachiez, votre smartphone alerte l'entreprise. Si votre profil intéresse l'annonceur, vous recevez sa publicité. Ce qui peut être déstabilisant pour les gens, c'est que, par exemple, quand ils partagent leur géolocalisation avec une application, que cette géolocalisation serve à construire des profils qui sont pertinents dans des contextes complètement différents que même la publicité en ligne. Donc si vous sortez toutes les 2 heures du bâtiment où vous êtes et qu'on voit des traces de géolocalisation que vous êtes sorti du bâtiment, il est probable que vous êtes fumeur. Ce qui va peut-être affecter certaines décisions liées à votre santé plus tard, faites par des assureurs par exemple. On peut supposer. En tout cas, ces traces peuvent servir à constituer un profil qui dépasse juste le cadre de la publicité. Et ça, les gens n'en ont pas conscience du tout. Depuis septembre 2023, une nouvelle loi sur la protection des données renforce les droits des consommateurs en Suisse.
Désormais, les sites doivent clairement informer les utilisateurs sur les données collectées avant d'activer les cookies. Et surtout, nous pouvons refuser les cookies non essentiels sans perdre l'accès au contenu. C'est un premier pas pour reprendre le contrôle de notre identité numérique. Chez Bright, on pointe aussi les effets pervers collatéraux d'un monde sans cookies. Sans cette trace numérique, le risque, c'est de proposer des publicités à des consommateurs qui ne rentrent pas dans le profil, mais on n'a plus la capacité de les identifier, donc on ouvre plus large. Les annonceurs ne vont pas arrêter de faire de la publicité. S'ils ont moins de capacité de ciblage, ça ne veut pas dire qu'ils vont moins faire de pub. Ils vont juste arroser un peu plus large, et du coup, il va y avoir moins de performance. Du coup, la publicité va leur coûter plus cher, va être moins rentable, et donc, in fine, ils vont augmenter le prix de leurs produits. Ils ne vont pas sacrifier leur marge. Ce qui me fait peur autour de tout ça, c'est que les gens acceptent cet écosystème, acceptent toutes ces pratiques et soient défaitistes face à tout cela. Évidemment, je consacre une partie de ma vie professionnelle à informer les gens là-dessus, mais je suis souvent confronté à des gens qui acceptent juste que c'est comme ça que ça fonctionne et on ne peut pas le changer. Ne pas se résigner, reprendre le contrôle de son identité numérique, cela passe peut-être d'abord par des actions très concrètes. La première bonne pratique, c'est désinstaller Chrome. Parce que Chrome, c'est un navigateur, c'est censé être de votre côté, votre navigateur, mais en fait, ça appartient à une entreprise dont le business model est celui de la surveillance. C'est le navigateur dominant, c'est le point d'entrée de plein de personnes dans le web, et en fait, ça corrompt déjà, dès le départ, cet écosystème entier. Et sur la publicité en ligne spécifiquement et la constitution de profil, la réalité, c'est qu'il y a très peu à faire, sauf à mettre en doute ou à challenger les pratiques de grandes entreprises qui cherchent à constituer des profils avec peu de transparence. Le 9 février 2016, mon mari est décédé suite à une intervention chirurgicale bénigne. Et ça a été vraiment très très brutal, puisqu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc c'est un peu le chaos quand ça arrive. Je dirais que les 6 premiers mois, on reçoit les mails, on les efface. C'est un peu... Alors peut-être parce que c'était un décès subi, donc on n'a pas le temps de nous parler avec la personne. Je sais pas ce qu'il aurait voulu que je fasse. La vie du mari de Michel Bodmer s'est interrompue brutalement il y a 8 ans. Son identité numérique, par contre, a survécu et lui survit toujours, notamment à travers un compte de messagerie commun. Ça fait 8 ans que vous continuez à recevoir des mails. Oui, ça fait 8 ans. Et pour d'autres, mêmes associations, où là, on n'arrive pas à se désinscrire. Il y a une association dont il faisait partie, on n'arrive pas à se désinscrire. Donc je reçois chaque fois, tous les 6 mois, où il y a un séminaire où il pourrait s'inscrire, etc. Et j'ai beau écrire, chaque fois, je reçois encore et toujours. Qu'est-ce que ça vous fait ? Alors, au début, c'est très difficile parce qu'on n'a pas envie de voir tout ça. Et puis, à la longue, on se dit... Alors, moi, je les ai mis pour finir dans les indésirables, mais ils sont toujours là quand même. On n'a pas besoin de ça pour se rappeler de la personne disparue. Je trouve que c'est quand même compliqué. Je trouve que c'est très, très difficile de pouvoir sortir du système. Notre existence numérique ne connaît pas le repos éternel. Mails, comptes, profils, photos, vidéos ne vont pas disparaître avec nous. Et en 2050, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Francesca Bossisio a mené une étude sur la mort numérique en Suisse. Dans la vie comme au tombeau, notre identité digitale échappe largement à notre contrôle. Dans le domaine du numérique après le décès, donc on l'appelle le digital afterlife, le terme technique, on a des fantômes numériques. Donc c'est des véritables versions de la personne qui viennent hanter sous la forme de notifications, de souvenirs,
qui est généré automatiquement par le réseau social ou un anniversaire quelconque, et puis qui, oui, viennent hanter malgré eux les survivants, comme les fantômes dans les châteaux, en fait. Un petit peu comme pour la mort et la gestion du patrimoine matériel, on recommande qu'il y ait des décisions anticipées qui soient prises. Donc ces décisions anticipées, c'est toujours bien de les discuter avec les proches pour qu'il n'y ait pas de conflit ou de surprise après le décès. Un moment, comme j'ai dit, où on est fragile aussi émotionnellement. Donc, ce qu'on préconise aussi, c'est qu'on puisse aussi nommer un représentant numérique qui soit en charge de gérer de manière continue ces situations qui se présentent. Touyoux est une des rares sociétés en Suisse à proposer une gestion professionnelle de notre identité numérique après un décès. Chaque client possède un espace en ligne où il peut déposer toutes ses données. Il nomme ensuite une sorte d'exécuteur testamentaire, le gardien des souhaits. C'est une personne de confiance qui finalement va avoir une clé privée pour décrypter finalement les informations que notre client aura déposées dans ce safe digital. Et puis ça lui permettra, au moment du décès et après la validation d'un acte de décès officiel, de pouvoir accéder à ces données. Donc tant que la personne est vivante, ces informations sont protégées et structurées dans notre plateforme. Et puis dès que le décès arrive, eh bien là, la personne a accès à ces données et va pouvoir ensuite effacer les comptes de réseaux sociaux, par exemple. Alors ici, on est dans la rubrique des comptes virtuels. Dans cette première question, vous voyez qu'il a rempli la question pour son ordinateur, il a mis son mot de passe et puis il a mis une remarque pour qu'on puisse identifier l'outil. Et puis à tout moment, il peut en fait choisir soit l'ordinateur, la smartphone, la tablette ou le laptop. Et puis ici, vous avez la partie des réseaux sociaux qui sont supprimés automatiquement, c'est-à-dire qu'on offre un service à nos clients qui leur permet de pouvoir nous donner la responsabilité d'éteindre les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux souhaités en toute confidentialité. Donc ça veut dire sans que l'entourage ne le sache. Absolument. Combien ça coûte ? Alors Touyoux, c'est un abonnement annuel qui coûte 39 francs par année. Et puis, vous pouvez aussi prendre un abonnement à vie. Donc, on a des clients plus jeunes qui prennent l'abonnement à vie qui coûte 599 francs une fois. Et vous êtes client à vie. Michel Bodmer a choisi de confier son existence numérique à la plateforme Touyoux et d'en remettre les clés à son gardien des souhaits. Je pense qu'il faut avoir plus confiance en la personne qu'on désigne qu'en la plateforme. Hein. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et par rapport à votre présence, votre vie numérique, qu'est-ce que vous avez décidé ? Ah, moi, je veux plus rien. J'ai vraiment pas envie que les gens aillent mettre elle était formidable, elle était... Non, je crois qu'à un moment donné, on reste dans la pensée des gens, mais le numérique, non, ça ne m'intéresse pas, ça, vraiment pas.